bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Désolé pour la dizaine de minutes de retard. Jean-Luc, je ne sais pas si tu es là, si c'est bon, on peut commencer. Oui, c'est bon, on peut commencer. Ok, d'accord. Donc, bonsoir tout le monde, comme je le disais, puis mes excuses pour ces 10 minutes de retard. Je quittais une réunion, le temps de m'installer. Ça a pris quelques minutes. Donc, on va continuer ce qu'on a commencé hier, mais on va rentrer un peu dans le fond. Hier, je pense qu'on a fait un balayage de tout ce qui est trésor, de l'intérêt de la trésor, plus ou moins de comment, quelles dispositions il faut prendre pour gérer au mieux sa trésor. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le fond. On va commencer par être un peu plus technique. Je vais expliquer le plus simplement possible. Je vais faire l'effort d'expliquer le plus simplement possible. Mais comme je l'ai dit, la gestion de trésor, c'est quelque chose d'assez technique. Donc, on est obligé de passer par là. Mais n'hésitez pas, vous pouvez laisser toutes vos questions après dans le chat. Et puis, si on n'a pas pu répondre à toutes les questions aujourd'hui, on va les noter. Et puis demain, je pense qu'à l'ouverture de la séance, on pourra répondre aux questions restantes. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai expliqué hier, l'élément clé, j'espère que vous voyez très bien mon écran, l'élément clé sur lequel j'avais insisté hier dans les échanges, c'est qu'il ne fallait pas confondre résultat et trésorerie. Il ne faut pas confondre richesse et liquidité en quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Donc, il ne faut pas confondre résultat et trésorerie. La trésorerie, c'est l'ensemble des mouvements d'entrée et de sortie d'argent. Et la finalité de la gestion de trésorerie, c'est d'assurer ou de s'assurer qu'à tout moment, l'entreprise a la disponibilité nécessaire pour lui permettre d'honorer l'ensemble des engagements échus. Je pense que largement hier, on en a parlé, on a posé des questions, on a essayé de répondre à ces questions-là. Donc, gérer sa trésor, c'est mettre en place un dispositif qui vous permette à tout moment de disposer de la ressource nécessaire pour honorer les engagements échus. Et donc, de ce point de vue-là, il est important, puisque à la fin de chaque année ou à la fin de chaque période, l'indicateur que les entrepreneurs regardent prioritairement, c'est le résultat net. Et c'est normal parce que c'est le résultat net qui est l'indicateur de leur richesse, de la richesse que l'entreprise, que leur affaire leur apporte. Donc, on va tout de suite regarder le résultat net qui est l'indicateur, comme j'ai dit, de création de richesse, mais aussi l'indicateur de rentabilité. Est-ce que l'activité a été rentable? Si le résultat net est positif, c'est oui. Si le résultat net est négatif, c'est non. Ça veut dire qu'on a moins vendu qu'on en a acheté. Si c'est positif, ça veut dire qu'on a plus vendu qu'on en a acheté. Voilà. Mais il ne faut pas confondre le résultat et puis trésorerie parce que dans le résultat, là, il y a des créances qu'on n'a pas encore encaissées puisqu'on ne vend jamais toujours cash. Rarement, quelques entreprises vendent cash, globalement. Mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, on vend une bonne partie à crédit. Donc, tant qu'on n'a pas encaissé la totalité, on ne peut pas savoir dans le résultat qu'est-ce qui est disponible. En même temps, on achète à crédit aussi. Donc, le résultat de 10 millions, par exemple, que vous trouvez à la fin d'un trimestre, ça ne veut pas dire que 10 millions sont disponibles. Donc, je veux dire, de façon très technique, on va utiliser deux exemples pour vous montrer pourquoi il ne faut pas se fier au résultat net en termes de gestion de trésor. Ça ne veut pas dire que le résultat net, ce n'est pas un bon indicateur, c'est toujours le meilleur indicateur de performance de l'entreprise. Mais on peut être performant, comme je l'ai dit, et puis ne pas atteindre le jour de réalisation de cette performance-là parce qu'on risque de disparaître avant, simplement parce qu'on n'a pas les ressources pour nous permettre d'honorer nos engagements vis-à-vis des fournisseurs, des créanciers. Voilà. Donc, l'indicateur, on peut être performant, mais il ne suffit pas d'être performant. Il faut être performant et puis se donner les moyens d'honorer ses engagements échus. Donc, vous voyez, cette application-là, c'est un exemple très simple, mais qui fixe les esprits sur tout ce qu'on a dit hier et ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il faut remarquer dans l'exercice deux éléments essentiels. Excusez-moi. Le premier élément, on dit achat en septembre d'un stock de marchandises pour 1 million à crédit. Je vais mettre ça en rouge. À crédit. Achat en septembre d'un stock de marchandises
pour 1 million à crédit. Ça veut dire que début septembre, l'entreprise a acheté des marchandises pour 1 million, mais c'est à crédit, il ne paye pas cash. Ensuite, en octobre, l'entreprise vend la totalité de ses marchandises à 1 200 000. Ok, on va commencer par là. L'entreprise vend la totalité de ses marchandises à 1 200 000, cette fois-ci au comptant. Excusez-moi, on va prendre l'autre. On va prendre le point, c'est la même chose. En tout cas, c'est la même chose. Parce qu'il y a deux exemples, mais bon. On va commencer par là, c'est pas grave. Donc, l'entreprise vend en octobre la totalité de ses achats de septembre-là à 1 200 000. Règlement au comptant. Donc, on a acheté à crédit et puis on a vendu cash. Quelle est l'incidence de cette opération-là sur la trésorerie de l'entreprise à fin octobre, novembre ou décembre? Quelle est l'incidence de cette opération, de cette façon de faire sur la trésorerie? Dans le tableau qui est là, il y a un calcul qu'on va faire. Le premier élément qu'on va calculer, c'est quoi? Mais en plus, vous avez un compte de résultat qui est présenté là. C'est un extrait du compte de résultat. Enfin, un compte de résultat. Donc, achat de marchandises, 1 million. Variation de stock, 0. Pourquoi? La variation de stock, c'est la différence entre le stock final et le stock initial. Donc, au début du mois de septembre, on dit stock initial, c'est 0. Donc, au début du mois, on n'a pas de stock. À la fin de la période, donc au 31 octobre, à la fin de la période, on dit que l'entreprise a vendu la totalité de ses achats. Au début de la période, on n'avait rien. Au cours de la période, on en a acheté. Et au cours de cette même période, on a vendu la totalité des achats. Donc, ça veut dire qu'à la fin de la période aussi, il n'y a pas de stock. À la fin octobre, l'entreprise n'a aucun stock puisqu'elle a pu vendre tout l'achat qu'elle a réalisé. C'est pour ça qu'on a variation de stock ici, 0. Stock final, c'est 0. Stock initial, c'est 0. Et puis, on suppose que sur la même période, l'entreprise a payé 50 000 francs de salaire. C'est une charge. C'est pour ça qu'on est à gauche ici, là. Quand on voit que c'est un tableau il y a deux côtés. On a la partie gauche et puis la partie droite. La partie gauche, là où je suis maintenant, là, ce sont les charges, les dépenses. Donc, l'entreprise a payé 50 000 francs de salaire au cours de la période. L'entreprise a supporté des frais financiers. Les frais financiers, c'est si la banque nous a prêté de l'argent, les intérêts qu'on va payer, si on a accordé de l'escompte à quelqu'un en termes de réduction financière, ainsi de suite. Donc, les frais financiers s'élèvent à 50 000 francs. Hier, on a parlé d'amortissement. Donc, l'argent qu'on met de côté, cette période-là, en prévision du renouvellement des biens qu'on utilise, c'est 200 000 francs. Ça veut dire qu'on suppose qu'au cours de la période, les biens qu'on a utilisés ont perdu 200 000 francs de leur valeur. Donc, les 200 000 francs représentent l'argent qu'on va mettre de côté, de telle sorte qu'à la fin de la durée d'utilisation de ces biens-là, on puisse les renouveler avec les 200 000. C'est ça qu'on appelle amortissement, dotation aux amortissements. J'ai expliqué aussi hier qu'on le considère comme, cette dotation est considérée comme une charge, simplement parce que ça permet de payer moins d'impôts. Donc, ça va diminuer le résultat, permettre à l'entreprise de payer moins d'impôts, 1, et 2, de renouveler son bien. Donc, au cours de la période, voici les différentes dépenses, entre guillemets, parce que tout n'est pas dépense. L'amortissement, ce n'est pas une dépense, mais on considère comme une charge. Donc, au cours de la période, voici les différentes charges, les différentes dépenses que l'entreprise a supportées. Donc, si je vais calculer, ça fait quoi? Ça fait 1 million, 50 000, ça fait 100 000, plus 200 000, ça fait 300 000. Donc, si je veux calculer, je vais mettre ici total charge, total des charges, ça fait 1 300 000. Donc, au cours de la période, l'entreprise a supporté des charges pour 1 million. Excusez-moi, c'est pas là que je dois mettre. Excusez-moi, c'est plutôt l'autre chose. Voilà. Donc, au cours de la période, l'entreprise a supporté des charges, achats, salaires, frais financiers, amortissements, à hauteur de 1 300 000. Quels sont les produits? Parce que je vous ai dit hier, pour déterminer le résultat, on confronte deux éléments, deux catégories d'éléments. La première catégorie, ce sont les dépenses qu'on a supportées pour réaliser l'activité.
La deuxième catégorie, c'est l'ensemble des ventes, ce qu'on appelle chiffre d'affaires, donc les produits. Donc, d'un côté, on a les dépenses, donc les charges. De l'autre côté, on a tout ce qui est produit, donc tout ce qui est les ventes et tout ce qui est lié. Les entrées d'argent, les entrées potentielles d'argent. Donc, quand on regarde, le seul élément de produit pour l'entreprise, c'est la vente. Il n'y a rien d'autre. Donc, l'entreprise a vendu pour 1 200 000. Donc, on aura total produit, puisque il y a deux éléments dans ce tableau-là. Donc, total produit, 1 200 000. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette entreprise-là? Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au cours de la période, on a dépensé 1 300 000 pour 1 200 000 francs de vente réalisée. Du coup, notre résultat brut, ça veut dire qu'on n'a pas encore payé l'impôt. Le résultat brut, c'est 1 200 000. Donc, ce qu'on a gagné sur les ventes, moins ce qu'on a dépensé pour pouvoir réaliser ces ventes-là. Ça, c'est de la comptabilité un peu qu'on est en train de faire, mais c'est nécessaire pour aller vers où je veux aller. Donc, c'est pour ça que je vais un peu doucement. Donc, au cours de la période, on a dépensé 1 300 000 qui nous ont permis de réaliser des ventes à hauteur de 1 200 000. Donc, quand on déduit, le résultat, c'est la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on a supporté. Donc, ce qu'on gagne, c'est 1 200 000. Ce qu'on a supporté pour avoir ça, c'est 1 300 000. Donc, quand on fait 1 200 000 moins 1 300 000, ça donne, excusez-moi, je vais écrire égal là devant pour gérer l'espace, ça donne moins 100 000. Ça donne moins 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a perdu. Au cours de cette période-là, l'entreprise a réalisé une perte. Les ventes n'ont pas été suffisamment importantes pour permettre à l'entreprise de couvrir l'ensemble de ses charges. Donc, elle réalise une perte de 100 000. Donc, du point de vue rentabilité, ce n'est pas bon. Du point de vue de la rentabilité, ce n'est pas bon. Une entreprise qui a un résultat net négatif, ce n'est pas bon. Donc, une entreprise qui a un résultat net négatif, ce n'est pas bon. Mais est-ce que ça veut dire que cette entreprise-là, n'a pas les moyens d'honorer ses engagements à court terme? Est-ce que parce que le résultat net est négatif, on n'est pas capable de payer les fournisseurs demain, après-demain, sur la semaine à venir? Du point de vue de rentabilité, je l'ai dit, c'est clair, c'est pas bon. Parce que si vous accumulez les résultats, au bout d'un certain temps, vous êtes obligé de liquider l'entreprise. Voilà, parce qu'il y a un ratio. La baisse du capital ne doit pas dépasser un certain niveau, un certain pourcentage des capitaux propres. Au-delà de cette baisse-là, l'entreprise doit aller à la faillite. Donc, quand le résultat net est négatif, ce n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est appelée à mourir demain. Moi, je suis en train de vous faire le coup de vous expliquer la notion de trésor. Donc, est-ce que le résultat qui est là, traduit systématiquement des problèmes de trésorerie pour l'entreprise? Pas forcément. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va calculer deux éléments. On va calculer deux éléments. Bon, on peut aller directement. Mais on va calculer un élément qu'on appelle valeur ajoutée. Valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la richesse créée par l'entreprise. Vous êtes des opérateurs économiques. Donc, normalement, quand on dit la richesse de la Côte d'Ivoire, là, bon, si vous savez un peu comment on calcule, c'est vous, les opérateurs économiques, qui êtes à la base de la richesse nationale. Pourquoi? À la fin de chaque année, on prend la richesse créée par chaque opérateur économique, on additionne, c'est ça qui fait la richesse nationale qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui opèrent sur le territoire ivoirien. Qui opèrent en Côte d'Ivoire, l'espace géographique ivoirien. Donc, c'est ça qu'on appelle richesse. Et donc, chaque entreprise crée une richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Et cette richesse-là, dans notre cas ici, je ne vais pas vous fatiguer de longues formules. Après, pour les curieux, on peut échanger en offre. Donc, pour notre cas ici, c'est 1 200 000. Ce qu'on a gagné là, moins un certain niveau de dépenses, notamment achat, donc 1 million. Bon, je vais mettre ça en bas ici. Voilà. Achat 1 million,
plus, excusez-moi, je regarde. Voilà, donc c'est achat seulement. Dans notre cas ici, donc ça va faire vente moins achat, puisqu'il n'y a pas de variation de stock. Et ça vous fait 200 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours des 2 mois là, l'entreprise a créé 200 000 francs de richesse dans l'économie nationale. Mais à quoi sert cette richesse-là? Cette richesse-là sert à payer les salariés. Donc, les premiers bénéficiaires de la richesse nationale, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent leur salaire. Le deuxième bénéficiaire, c'est ceux qui nous ont prêté l'argent parce qu'il faut payer les intérêts de leur argent, de leur prêt. Troisième bénéficiaire, c'est l'État à qui on paye les impôts pour la sécurité, pour les infrastructures. Le troisième bénéficiaire, ce sont les propriétaires de l'entreprise qui vont gagner des dividendes. Et le dernier bénéficiaire, c'est l'entreprise elle-même. Parce que toute la richesse qui est créée n'est pas distribuée. Il faut conserver une partie pour pouvoir réaliser des investissements, pour pouvoir faire face à certains engagements. Donc, au cours de cette période-là, notre entreprise a créé 200 000 francs de richesse. Donc, par exemple, si on a 1000 entreprises dans le pays, on va prendre ces richesses créées-là pour les 1000. C'est ça qu'on appelle PIB, produit intérieur brut. C'est ça qu'on appelle le produit intérieur brut, donc la richesse nationale. Donc, le premier indicateur, je suis dans le processus d'explication de la relation entre résultat, donc dans notre cas ici, c'est la perte. Donc, entre le résultat qui est la perte et la trésorerie. Ensuite, le deuxième indicateur que je vais calculer, on appelle ça EBE, excédent brut d'exploitation. Excédent brut d'exploitation. Excédent EBE. Excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée moins les salaires. Pour faire simple. Donc, dans notre cas ici, c'est ça, c'est le premier indicateur de trésor qui est là, EBE. Donc, dans notre cas ici, ça va faire 200 000 moins 50 000. 200 000 moins 50 000. Ça fait 150 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir désintéressé le personnel, donc après avoir donné au personnel sa part de richesse, il reste dans l'entreprise 150 000 francs comme richesse. Le reste, le reliquat de la richesse après avoir désintéressé le personnel, c'est ce qu'on appelle EBE. Mais l'EBE représente des ressources générées par l'exploitation. Donc ici, ce sont les ressources. Les ressources générées par l'exploitation. La question que je m'en vais vous poser, c'est une ressource. Mais est-ce que c'est de l'argent disponible? La réponse est non. Pourquoi? Regardez, c'est pas toujours, ça peut être l'argent disponible, mais pas toujours l'argent disponible. Parce que c'est un élément de résultat. Or, pour calculer les résultats, on prend les ventes et les achats. Toutes les ventes ne sont pas encaissées cash, tous les achats ne sont pas réglés au comptant. Donc, cette ressource-là ne traduit pas toujours disponible. Maintenant, finalement, comment on fait pour trouver l'argent qui est disponible dans cette ressource-là? C'est ça qui est la trésorerie. On a 150 000 francs comme ressource générée par l'exploitation au cours de la période. Mais quelle est la partie des 150 000 immédiatement disponibles? Quelle est la partie des 150 000 immédiatement disponibles? Tout n'est pas disponible parce qu'il y a une partie en créance et aussi on a des dettes qu'on doit régler. Donc, ça fait que tout n'est pas disponible. Mais alors, à l'instant T, quelle est la partie qui est immédiatement disponible? C'est cette partie-là qui est la trésorerie. Excusez-moi. Oui. 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 Ça va, je peux te rappeler dans peut-être entre les jours, un coup webinaire. Ok, excusez-moi, c'était le bureau. Donc, les 150 000 francs qui reprennent la ressource d'exploitation ne sont pas totalement disponibles parce qu'il y a une partie en créance et une partie en dette.
Donc, la partie immédiatement disponible, là, c'est ça qu'on appelle trésorerie. Et cette partie-là, on appelle ETE, excédent de trésorerie d'exploitation. Ce n'est pas ET, c'est ETE, excédent de trésorerie d'exploitation. C'est la partie liquide de l'EBE, la partie de l'EBE qui est disponible. Donc, partie liquide de l'EBE. Donc, la partie des ressources créées immédiatement mobilisables comme de la liquidité, comme de l'argent. Et ça, comment on fait? On prend l'EBE et puis on enlève les éléments qu'on n'a pas encore payés. Les éléments qui sont dans l'EBE, mais qui ne sont pas de la liquidité. Ces éléments-là, c'est quoi? Ces éléments-là, c'est la variation de créance. Puisqu'on parle de créance, je vous explique tout à l'heure pourquoi il faut prendre la variation. Donc, on a la variation de stock. Donc, je vais mettre crochet là. Crochet, voilà, variation de stock. Puisque le stock, tant qu'on n'a pas écoulé, ce n'est pas de l'argent. Plus la variation de créance, tant qu'on n'a pas encaissé ce que les clients nous doivent, ce n'est pas de l'argent. Plus, non, moins les dettes. Donc, moins la variation des dettes. Voilà. Pourquoi variation? Parce que si quelqu'un vous doit, par exemple, aujourd'hui, on est en novembre, si quelqu'un vous doit 100 000 francs, vous avez dans votre bilan une créance de 100 000 francs. Si en fin septembre, vous avez une créance de 200 000 francs, ça ne veut pas dire que les 200 000 francs là, ce sont les créances de décembre. Mais ça veut dire que dans les 200 000 de décembre là, il y a les 100 000 de novembre. Donc, si vous voulez chercher la créance au titre du mois de décembre, vous êtes obligé de faire la variation. 200 000 moins 100 000. Ce que vous trouvez là, c'est ça qui représente la créance de la période. C'est la même chose pour les trois éléments là. Ce sont des éléments du bilan, donc ce sont des stocks. Donc, pour prendre en compte la partie qui concerne la période de notre réflexion là, on est obligé de faire le calcul de la variation. Créance de fin décembre, moins créance de début décembre, ce qu'on trouve là, ça fait la créance de décembre. Le stock de début décembre, enfin le stock de fin décembre, moins le stock de début décembre, ce qu'on va trouver là, ça fait le stock qui a tourné au cours du mois de décembre, ainsi de suite. Donc, quand je prends l'EBE, et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas de la liquidité. La créance, c'est de l'argent qu'on a sur des gens. La dette, c'est l'argent qu'on doit à des gens. Le stock, c'est les biens qui sont encore là, qu'on doit vendre, mais qu'on n'a pas encore vendu, ou qu'on doit utiliser, qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, quand vous enlevez ces trois éléments-là des ressources générées par l'exploitation, vous obtenez quelque chose qui correspond à de la liquidité. Donc, vous mesurez votre capacité à être liquide à partir de cet indicateur-là, et non pas à partir de potentiel, parce que ça, c'est un potentiel de ressources. Ce n'est pas de la liquidité, mais c'est un potentiel de liquidité, si vous voulez. C'est une ressource, mais c'est un potentiel de liquidité. L'argent n'est pas disponible. Pour déterminer ce qui est disponible dedans, de façon immédiate, il faut enlever les éléments qu'on appelle des éléments qui ne sont pas encore réalisés. Des dettes qu'on va payer, des créances qu'on va encaisser, qu'on va vendre. Donc, dans cet exercice, on aura notre application thèse, donc variation de stock, on a vu tout à l'heure, c'est zéro, puisque l'entreprise au début n'avait pas de stock. À la fin, elle a pu vendre tout ce qu'elle a acheté, donc il n'y a pas de stock. Variation de stock, c'est zéro. Plus créance. Plus créance. On va regarder notre énoncé. On dit créance initiale, c'est zéro. Créance d'exploitation initiale, c'est zéro. Donc, pour faire la variation, il faut déterminer la créance finale. Mais on nous dit que l'entreprise a vendu la totalité de ses marchandises au comptant. Quand on vend au comptant, il n'y a pas de créance. Personne ne nous doit, parce qu'on a vendu cash. Donc, au début, il n'y avait pas de créance. À la fin aussi, c'est zéro. La variation de la créance, c'est zéro. Moins la variation de la dette. C'est la même chose qu'on fait. Dette.
Au début, c'est 0. Dette à la fin. On a une dette quand on achète à crédit. On a une dette quand on achète à crédit. Au début, on n'avait pas de dette. 0. À la fin, on dit qu'on a acheté des marchandises à crédit. Normalement, c'est 6 mois. Je n'ai pas ajouté à crédit pour 6 mois. Bon, on va mettre 3 mois. 6 mois, c'est trop. On va mettre 3 mois, peut-être, pour qu'on reste dans le cadre de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Crédit pour 3 mois. Donc, achat à crédit en septembre pour 3 mois. On a fait cet état-là en octobre. Donc, fin octobre, on n'a pas encore réglé notre dette. Donc, à la fin de la période, on a une dette de 1 million envers le fournisseur. Or, au début de la période, on n'avait rien. La variation, c'est finale moins initiale. 1 million moins 0. Donc, variation de la dette, là, ça fait 1 million. Donc, moins 1 million. Moins 1 million. Donc, ça nous donne comme résultat 150 000. Bon, ça fait un peu calcul mathématique. Il y a un moins derrière la parenthèse. 0 plus 0, ça fait 0. 0 moins 1 million, ça fait moins 1 million. Moins 1 million, ça fait plus 1 million. Donc, comme résultat, on aura 1 million 150 000. Voilà les TE. Et ça, c'est la trésorerie, la liquidité, on va dire ça comme ça, générée par l'exploitation. Le cash généré par l'exploitation, c'est 1 150 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré le déficit, malgré la perte de l'activité au cours de la période, l'entreprise a les capacités d'honorer ses engagements à court terme. On a des liquidités pour 1 150 000, alors qu'on a une dette seulement de 1 million. Donc, on pourra, et puis la dette, c'est dans 3 mois encore, ce n'est pas maintenant. Donc, malgré notre situation de perte, l'entreprise est capable d'honorer ses engagements échus. Mais pourquoi? Quel est le levier, quel est l'élément qui permet à l'entreprise donc d'être dans cette situation confortable-là? Si vous regardez très bien l'énoncé, l'élément qui a été très bien géré par l'entreprise, qui lui donne cette marge de manœuvre, ce n'est rien d'autre que les délais. On a acheté à crédit et puis on a vendu cash. Malgré le fait que la vente ne nous permet pas d'avoir, c'est ça, non? Malgré le fait que la vente ne nous permet pas d'avoir un résultat intéressant, compte tenu du fait qu'on a joué sur les délais, on aura de l'argent à la fin du mois d'octobre là pour faire face à nos engagements qui arrivent à échéance très bientôt. Donc, malgré la situation de déficit au niveau de l'entreprise, la situation déficitaire, dont le résultat net négatif, l'entreprise a de la liquidité qui lui permet de faire face à ses engagements. Et cette liquidité-là provient de la meilleure gestion, de la bonne gestion des délais encaissement, décaissement. On a acheté à crédit et puis on a vendu cash. Comme on a vendu cash là, on a cette liquidité-là, même si elle n'est pas importante, mais on a cette liquidité-là. En attendant les 3 mois pour payer le fournisseur, on peut placer, on peut optimiser, rentabiliser ces liquidités-là pour avoir plus d'argent d'ici les 3 mois. Donc, on peut être pauvre et puis vivre le jour le jour. C'est ce que j'ai dit hier. L'entreprise est pauvre parce que son résultat net est négatif, mais parce qu'elle gère mieux ses délais encaissement-décaissement, elle arrivera, en tout cas dans le court terme, à faire face à ses engagements échus. Donc, elle est pauvre, mais elle aura le moyen de vivre au jour le jour sur un certain délai. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas confondre résultat et trésorerie. On peut aller au-delà. Ça, je me suis arrêté au niveau de l'exploitation. On peut prendre en compte l'ensemble de l'exploitation pour calculer la capacité d'autofinancement. Quelqu'un en a parlé hier, mais peut-être qu'on aura le temps de revenir sur ces éléments-là, parce que c'est assez technique. Donc, sinon, on peut calculer la CAF à partir du même raisonnement. La CAF, là, ça va faire EBE moins, enfin, c'est le résultat net de dotation aux amortissements, ou bien EBE moins les charges décaissables plus les produits encaissables. Et puis la CAF G, là, c'est les ressources générées par l'entreprise pour l'ensemble de ses activités. Parce qu'ici, on a pris seulement l'exploitation. L'exploitation, c'est le cœur de métier de l'entreprise. Mais à côté de ça, l'entreprise réalise d'autres activités. Donc, quand on met tout ensemble, les ressources dégagées là, c'est ça qu'on appelle
capacité d'autofinancement. Au niveau de l'exploitation, ces ressources s'appellent EBE, mais pour l'ensemble des opérations de l'entreprise, on appelle ça la capacité d'autofinancement. On appelle capacité donc d'autofinancement. Donc, mais c'est le même raisonnement. Voilà, on va prendre toujours les BE et puis on va déduire certaines charges, ajouter certains produits. Et puis la CAF qu'on va obtenir là, ça sera un potentiel de liquidité. Parce que pour les mêmes raisons que les BE n'est pas de la liquidité, la CAF-G ne sera pas de la liquidité. Donc, quand on va déduire les éléments non liquides de la CAF-G, on aura la liquidité, mais pour l'ensemble des opérations de l'entreprise. Mais déjà, si au niveau de l'exploitation seulement, l'entreprise dégage de la liquidité, c'est déjà très intéressant. Quand on va prendre en compte l'ensemble des opérations, peut-être que ça va renforcer cette liquidité-là. Donc, voilà un peu ce que je disais hier. J'ai voulu matérialiser ça par un cas. On peut être pauvre, mais vivre au jour le jour, à condition qu'on arrive à gérer ces délais encaissement, décaissement. À condition qu'on arrive à gérer ces délais encaissement, décaissement. Voilà. L'autre cas, c'est la même chose, mais on ne va pas le faire maintenant. Je vais vous laisser peut-être le temps de... Je vais demander à l'administrateur de vous partager ça après, le cas là. Et puis, vous allez essayer de raisonner comme on vient de le faire. C'est la même chose, sauf qu'ici, on est dans la situation inverse. Ici, on va se rendre compte que le résultat net est positif, mais quand on va analyser la trésorerie, on va se rendre compte que l'entreprise n'a pas de liquidité. Malgré le résultat net positif, l'entreprise a des problèmes pour faire face à ses engagements dans l'immédiat. Donc, l'entreprise est riche, mais elle peut mourir de faim. Parce qu'elle est riche, son résultat net est négatif, positif, mais elle n'aura pas le temps nécessaire d'encaisser les éléments de ce résultat-là avant de faire face à ses engagements. Donc, elle risque de faire faillite alors qu'elle a un résultat net positif. Donc, elle est riche, mais elle peut mourir de faim, alors que dans ce qu'on vient de faire là, elle est pauvre, mais elle peut vivre au jour le jour simplement parce qu'elle gère mieux ses délais encaissement, décaissement. Dans le premier cas, vous verrez que l'entreprise achète au comptant et vend à crédit. Donc, si vous achetez au comptant que vous vendez à crédit, à un moment donné, mais vous serez étouffé, étranglé. Vous achetez cash et puis vous vendez à crédit. Mais tant qu'on ne vous a pas payé, vous n'avez pas d'argent pour aller encore acheter cash. Donc, ce système-là, ça va vous conduire à un étranglement certain. Et donc, vous essayez de reprendre le même exercice. Donc, Jean-Luc va partager certainement après avec vous les 4 diapos là. Enfin, ces 3. Donc, ce cas, hypothèse 1, hypothèse 2, plus la diapo où j'ai fait les calculs. Voilà. Donc, aujourd'hui, il semble qu'on n'a qu'une heure. Donc, je vais m'arrêter sur cette présentation et puis je vous laisse la parole pour les questions. Demain, on va passer à comment on fait les prévisions. Et puis, après-demain, comment on gère les relations avec la banque. Et je mets ça en dernier parce que c'est le cœur de la trésorerie. Le tout, ce n'est pas de faire des prévisions. Mais pour une erreur qu'on peut juger minime, on peut remettre en cause la vie même de l'entreprise parce que le fait de déposer, par exemple, un chèque à 15h05 peut avoir des conséquences très fâcheuses en termes d'engagement à honorer par l'entreprise. Vous déposez votre chèque à 15h, si vous déposez le chèque à 15h06, ça peut être très préjudiciable pour l'entreprise en termes d'engagement à honorer vis-à-vis donc tout ça, on va faire ça le dernier jour. Demain, on va faire les prévisions. Je vais vous expliquer, puis je vais vous présenter un fichier Excel qu'on pourra vous le mettre après. Et puis, je crois le jeudi, on va faire ça au-delà de votre statut d'entrepreneur, même dans votre vie de tous les jours, c'est très important de savoir gérer cette relation avec la banque. Voilà, donc on peut faire comme hier, s'il y a des questions, on peut les prendre dans le chat directement. Sinon, les autres peuvent, ceux qui peuvent prendre la parole peuvent poser la question directement. Jean-Luc, je te laisse la gestion de cette partie-là. D'accord, c'était. Donc, comme vous avez dit, les gens peuvent lever la main pour que je leur passe la parole ou bien poser la question dans le chat. Ça dépend. Il y a M. Siaka Stila qui souhaite intervenir. OK. Il pose la question, c'est ça? Oui, il va prendre la parole.
Ok. Monsieur Silla, il faut activer votre micro. Je pense que c'est bon. Allô? Allô? Monsieur Silla, est-ce que vous nous entendez? Le micro est ouvert, mais je n'arrive pas à l'entendre. Monsieur Silla, est-ce que vous nous entendez? Je vais poser la question dans le chat. Hein, si a besoin. Il dit qu'il n'entend pas. Hein. Enfin, il y a un qui dit qu'il n'entend pas. Monsieur Silla dit qu'il entend. Monsieur Silla, activez votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. Regardez à gauche là. Il y a l'icône du micro rouge là. Il faut cliquer dessus pour désactiver. Pour activer, pardon. Il a réussi à activer, je pense, mais on n'arrive pas à l'entendre. D'accord, on va prendre les questions dans le chat. Monsieur Silla dit nous entendre, Oui, mais nous, on n'entend pas. Il y a une question dans le chat. C'est ça. Il y a une question qui est arrivée, donc on va commencer par là. Bonsoir, docteur. Je suis vraiment contente pour votre enseignement. Si je veux bien comprendre, tout réside dans la gestion des délais de créance. Mais si le fournisseur veut nous imposer un délai qui ne nous convient pas, que faire? Voilà. Donc, je pense que hier, quelqu'un avait évoqué cette question-là. C'est toute la difficulté en matière de gestion du trésor parce qu'on n'a pas tous les leviers entre nos mains. Même le délai client, on ne l'a pas. On ne le maîtrise pas fondamentalement parce que vous êtes dans un secteur d'activité où vos concurrents proposent 30 jours fin de mois. Si vous dites à vos clients, nous, on va vous proposer 25 jours fin de mois, pour que les clients acceptent, il faut que vous soyez dans une stratégie de différenciation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée distinctive. Il faut qu'il y ait quelque chose de très net entre votre offre et celle de vos concurrents pour pouvoir maintenir vos clients avec un délai plus court. Mais sinon, si vous avez les mêmes offres en termes de qualité, en termes de toutes les mêmes choses, vous ne pouvez pas imposer un délai à un client. Il va aller voir ailleurs. Dès l'instant où vous dites, il va aller voir ailleurs. Donc, c'est vraiment, on n'a aucun levier. Tout réside maintenant dans votre capacité à nouer des relations de confiance entre vous et vos différents partenaires. Donc, aussi bien au niveau des clients que du fournisseur, tout va, parce qu'un fournisseur, pour que le fournisseur accepte de réduire son délai ou bien d'augmenter son délai avec vous, il faut que vous soyez un client qui compte dans son portefeuille. Si par exemple, en vous perdant, il risque de perdre beaucoup, ce fournisseur-là, il est prêt à vous concéder quelques jours supplémentaires par rapport à son délai classique. Mais si en vous perdant, il ne perd rien, bon, vous comprenez que quand vous allez faire la proposition, on va vous dire non, si vous voulez aller voir ailleurs. Donc, toute la difficulté réside à ce niveau-là, mais malheureusement, l'entreprise n'a pas, la PME, comme la grande entreprise, n'a pas tous les leviers en main. Comme moi je dis, et ça, je pense qu'au-delà de tous les outils financiers qu'on va développer, la relation de confiance va être très déterminante dans la gestion de trésor. Même au niveau de la banque, quand vous allez voir la banque pour chercher des compléments de ce qui vous manque en trésor, si votre gestionnaire n'a pas trop confiance en vous, il va vous faire tourner. Il faut produire tel papier, il faut aller voir tel ceci. Mais quand la relation de confiance est déjà là, dès que vous évoquez votre demande, les heures ou le jour qui suit, vous avez ce qu'il vous faut pour régler. Donc, effectivement, c'est qui avait posé la question. Blessing, M. Kessé, enfin, je ne sais pas si c'est le nom de la structure ou bien c'est le nom, mais M. Kessé, oui. Toute la problématique de la gestion de trésor réside dans la gestion des délais. Je n'en parle pas beaucoup, mais ça compte aussi. Parce que même si vos délais sont bons et que vous avez du mal à écouler vos produits, vous allez avoir toujours le même problème de trésor. Admettons que vous vendez au client à 25 jours. Vous achetez avec le fournisseur à 35 jours. Donc, vous avez une marge de 10 jours. Mais si vous mettez 20 jours comme délai de rotation des stocks, mais tout cet effort-là est vain. Parce que quand vous achetez un bien, vous allez mettre 20 jours. Plus les 25 jours que vous accordez au client, ça fait 45 jours. Alors que le fournisseur vous a accordé 35 jours. Donc, vous voyez que vous êtes au-delà. Donc, c'est trois éléments qui déterminent la gestion du trésor. Les trois éléments forment en finance ce qu'on appelle le besoin de financement d'exploitation, le BFE ou le BFL. Stock, créance, dette fournisseur. Si vous arrivez à gérer ces trois éléments-là, vous n'avez pas de problème, en tout cas au niveau de la trésor. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la rentabilité, mais vous n'avez pas de problème au niveau de la trésor.
Et si vous arrivez à régler votre problème de trésor, je pense que ça va avoir un impact positif sur la rentabilité de votre entreprise parce que votre souci, ça sera plus comment trouver l'argent chaque jour parce que vous avez l'argent. Votre souci, ça sera comment trouver les marchés pour augmenter les ventes de telle sorte à optimiser donc le résultat de l'entreprise. Donc, c'est tout le cœur de la gestion de trésor. Monsieur Sila, Siaka, bonjour, c'est Assa Doumbia de Destination Canada, OK. Lors d'une intervention, vous avez dit que l'amortissement ne fait pas partie usage des dépenses. Oui, d'accord. Regardez ce que j'espère que vous voyez toujours mon écran. Hein. Jean-Luc, l'écran est toujours partagé? Oui, c'est toujours visible. OK, merci. Pour répondre à la question de M. Silla, enfin, il a posé à partir de Silla, mais il a donné l'autre nom que je regarde. Monsieur Doumbia, voilà. Donc, pour répondre à la question de M. Doumbia, je reviens à notre exercice de tout à l'heure. Regardez ici. Quand vous regardez dans ce tableau-là, on a amortissement. Donc, l'argent qu'on met comme charge, on a considéré comme charge. Mais pourquoi on le considère comme charge? C'est pour payer moins d'impôts. Ici, là, comme le résultat net est négatif, on va payer l'impôt minimum forfaitaire. Si le résultat net était positif, on allait faire 25% pour ceux qui sont au réel normal. Pour les IMF, là, bon, vous payez un montant fixe forfaitaire chaque période. Mais à la fin, je vais calculer un indicateur que j'ai évoqué tout à l'heure, que je n'ai pas calculé, qu'on appelle capacité d'autofinancement. Ça va faire le résultat net plus les amortissements, donc plus les dotations aux amortissements. Donc, vous voyez que l'argent que j'ai mis de côté là, que j'appelais amortissement, je le rajoute au résultat et ça me donne, dans le cas de notre exemple là, moins 100 000, qui est le résultat là. Moins 100 000 qui est le résultat, plus 200 000 francs d'amortissement. Ça va faire 100 000. Donc, vous voyez que parce que j'ai mis les 200 000 francs de côté, à la fin, l'entreprise a une capacité interne de 100 000. Donc, le fait d'avoir mis 200 000 francs de côté vous permet d'avoir de l'argent. 200 000 francs, ça vous a permis de compenser votre perte à hauteur de 100 000 et de générer 100 000 francs en plus comme ressources. C'est pour ça que les 200 000 là ne sont pas des charges décaissables. On le considère comme charge juste pour permettre à l'entreprise de payer moins d'impôts, pour réduire le résultat et pour permettre à l'entreprise de payer moins d'impôts. Si on n'avait pas pris en compte les amortissements, le résultat net là serait de 100 000 francs. Puisque les charges allaient de 1 100 000, le résultat net serait de 100 000 et donc on allait payer les impôts sur les 100 000. Mais parce qu'on a pris en compte les amortissements, le résultat net il est négatif, donc entre parenthèses, on ne paye pas d'impôt. Mais une fois qu'on a fini de calculer l'impôt, on réintègre le montant de l'amortissement. Ça nous donne ce qu'on appelle capacité d'autofinancement, qui est une ressource interne générée par l'entreprise. Voilà, donc voilà un peu ce que j'avais dit hier. L'amortissement, c'est une charge non décaissable. Donc c'est une charge qui permet à l'entreprise de payer moins d'impôts. Mais une fois qu'on a fini de calculer l'impôt, elle est réintégrée au résultat pour pouvoir apprécier l'ensemble des ressources que l'entreprise a pu générer au cours donc, de la période. Voilà, donc on va repartir. On peut toujours reposer la même question si ce n'est pas trop clair. Bonjour, messieurs. Je souhaiterais, s'il vous plaît, qu'on reprenne la partie concernant la variation de la dette dans le cas pratique. Oui, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que quand on dit variation, c'est toujours final moins initial. La variation d'une grandeur, c'est la valeur finale de la grandeur moins la valeur initiale de la grandeur. Pour ce qui est de la dette, donc c'est ici, je vais réduire ça d'abord. Pour ce qui est de la dette, quand vous regardez l'énoncé là en bas ici, on nous a dit au début tout est 0, 0, 0. Donc au début du mois de septembre, l'entreprise n'avait ni stock, ni créance, ni dette. Donc, dette initiale au début de la période, donc, bon, ça fait redondant. Dette au début de la période, donc dette initiale, c'est 0. Mais à la fin de la période, quelle est la valeur de la dette? On regarde dans l'énoncé, on dit achat. Quand vous achetez à crédit, vous avez une dette. Quand vous vendez à crédit, vous avez une créance. Donc, on dit achat à crédit de 3 mois de marchandises pour 1 million. En septembre, on a acheté pour 1 million de marchandises qu'on va payer dans 3 mois. 3 mois là, c'est septembre, octobre, novembre. Donc, c'est en novembre ou même en décembre qu'on va payer les
le million de dettes là. Donc, au 31 octobre, au moment où on fait ce tableau-là, on n'a pas encore payé le million, puisqu'on n'est pas encore en novembre ni en décembre. Parce qu'on dit on va payer dans 3 mois. Donc, à la fin du mois d'octobre, l'entreprise a une dette de 1 million envers ses fournisseurs, du fait des achats réalisés en septembre. Donc, dette finale, c'est 1 million. Dette initiale, c'est 0. Donc, la variation de la dette, c'est 1 million moins 0. C'est ça qui nous a donné le 1 million qu'on a utilisé dans les calculs donc, qui se retrouvent là. Les autres, c'est 0, 0 parce qu'il n'y a ni valeur finale, ni valeur initiale. Pour la créance, pourquoi il n'y a pas de valeur finale? Parce qu'on a vendu cash. Vente au comptant. Quand on vend cash, personne ne nous doit. Il y a une créance quand quelqu'un nous doit. Et quelqu'un nous doit quand on vend à crédit. Là, on a vendu cash, donc personne ne nous doit. Donc, à la fin du mois d'octobre, on n'a aucune créance. Donc, la valeur de la créance est 0. Et au début de la période, la valeur de la créance aussi, c'était 0. Donc, c'est pour ça que variation de créance est 0. Même chose pour les stocks. Tout ce qu'on a, au début, il n'y avait pas de stock. Au cours de la période, tout ce qu'on a acheté a été vendu. On a acheté pour 100 000 et on a vendu la totalité à 1 200 000. Donc, le 1 200 000 là, c'est la marge qu'on a ajoutée sur ce qu'on a acheté. Donc, à la fin, le stock, il n'y a pas de stock. Donc, il n'y a pas de stock final, il n'y a pas de stock initial. Donc, la variation aussi. Voilà. Donc, voilà un peu pour ces éléments-là, pour la partie variation. Ensuite, l'autre question, c'est ici, c'est quoi? OK. Je peux vous les citer. Non, c'est bon. Okay. Merci pour la qualité de votre exposé. Ma question est de savoir s'il y a une autre formule pour calculer l'ETE. Oui, il peut en avoir. Les formules, vous savez, en mathématiques, on dit tous les chemins mènent à Rome. Mais ce qu'il faut retenir, mais peut-être que, je ne sais pas, il peut en exister que je ne connais pas, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ETE, c'est la partie liquide de l'EBE. L'ETE, c'est la partie liquide de l'EBE. Ce que je sais, c'est qu'on peut décomposer l'ETE. Donc, quand vous dites autre formule, peut-être que c'est cela, c'est ce que vous avez vu. On peut décomposer l'ETE pour prendre encore 2 éléments qui sont liés à l'exploitation de l'entreprise. Mais le sens de l'ETE, c'est la partie liquide de l'EBE. Donc, quand vous avez votre EBE, il faut extraire de ce que vous avez trouvé la partie qui n'est pas liquide. Et la partie qui n'est pas liquide, là, se retrouve dans ces 3 éléments-là. Les stocks qu'on n'a pas encore vendus, les créances qu'on n'a pas encore encaissées, les dettes qu'on n'a pas encore réglées. Donc, quand vous avez votre EBE, vous retirez ces 3 éléments-là. Ce qui reste là, c'est la partie liquide qu'on appelle l'ETE. Il peut y avoir certainement, comme je l'ai dit, d'autres formules que je ne connais pas, certainement, mais le sens est là. Il faut que les formules que vous utilisez là vous ramènent toujours à cette définition-là. Sinon, on risque de se perdre. Ensuite, si on a un bénéfice négatif et que l'ETE est positif, est-ce qu'il ne serait pas risqué de faire de nouveaux achats? Non, non, ce n'est pas risqué. Ce qui est risqué, par contre, c'est de maintenir, je veux dire, les modalités de votre exploitation qui ont conduit au résultat négatif. Parce que le résultat est négatif si vos ventes n'arrivent pas à couvrir l'ensemble de vos charges. C'est ça que le résultat est négatif. On peut toujours continuer d'acheter, mais comme le résultat de la période précédente est négatif, il faut chercher soit à diversifier votre source d'approvisionnement, soit à négocier des prix bas ou alors à réduire votre niveau de charge en termes de consommation d'électricité, en termes bon, le salaire, ça va être le dernier élément qu'il faut toucher, mais on va regarder dans l'entreprise quelles sont les charges qu'on peut réduire pour pouvoir améliorer donc, le résultat net in fine. Voilà. Donc, on ne peut pas arrêter d'acheter sinon l'entreprise arrête de vivre. Sans achat, il n'y a pas d'exploitation. Donc, ce n'est pas parce que le résultat est négatif, l'ETE est positif qu'il faut stopper les achats. Parce que le résultat est négatif, il faut revoir les modalités de gestion de vos charges, y compris les achats. Donc, pour les achats, vous allez explorer de nouvelles pistes d'approvisionnement. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir de nouveaux fournisseurs qui peuvent vous vendre moins cher? Ça, c'est par rapport à une réflexion avec vos partenaires. Mais en interne aussi, il faut regarder les niveaux de charge, les lignes de charge sur lesquelles vous pouvez jouer pour réduire de telle sorte que quand vous allez comparer vos ventes aux achats, là, vous ayez un résultat meilleur. Voilà, donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Un résultat net négatif doit vous orienter vers une gestion plus optimale de vos charges.
Donc, cherchez à réduire toutes les charges. Toutes les charges. Cherchez à réduire toutes les charges. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que l'ETE est positif. L'ETE positif, ça veut dire que vous gérez au mieux les délais. Mais je vais dire, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est en cherchant à optimiser les charges, peut-être qu'on risque d'arriver à des délais fournisseurs plus courts. Mais si du coup les délais fournisseurs deviennent plus courts, ça va avoir un impact négatif sur notre trésorerie, donc sur l'ETE. Donc vous voyez que ça fait plusieurs leviers qu'il faut manipuler. C'est comme vous êtes dans un avion. Quand vous regardez le tableau de bord de l'avion, même de la voiture, il y a plusieurs boutons, plusieurs éléments, souvent qu'il faut toucher pour que la voiture bouge ou l'avion bouge. C'est ça votre rôle en tant que pilote d'une entreprise. C'est exactement le même rôle. Donc, il faut savoir à quel moment appuyer sur quel bouton pour accélérer, ou bien pour ralentir, ou bien pour freiner, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, attention à ne pas, je veux dire, avoir une idée fixée sur un seul indicateur. L'indicateur en question sera amélioré, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes en train d'aller le dévier complètement parce que vous n'avez pas pris en compte les autres éléments. Donc, c'est un ensemble qu'il faut piloter. C'est vrai que nous, on regarde le volet trésor maintenant, mais le fait de gérer la trésor ne doit pas vous faire perdre de vue la rentabilité de l'entreprise. Or, la rentabilité, c'est produit et charge. Et pour vendre plus, on est obligé d'accorder des facilités à notre client. C'est souvent la raison même des problèmes de trésor. Parce qu'on veut vendre beaucoup, on accorde des facilités dans les délais, dans les réductions aux clients. Et quand on arrive au niveau de la trésor, on a vendu beaucoup, mais on a du mal à encaisser. Donc, ça nous pose des problèmes de trésorerie. Vous voyez, donc la gestion, le pilotage de l'entreprise, c'est vraiment le pilote d'un avion qui a un tableau de bord garni d'indicateurs qu'il faut contrôler, surveiller à tout moment. Il ne faut pas, parce qu'on veut aller vite, dépasser des indicateurs qui vont nous rattraper demain et donc qui risquent d'être préjudiciables dans le management de l'entreprise. Pour une entreprise du secteur du transport, marchandises, qui ne gère pas de stock, l'EBE n'est-il pas égal à l'ETE? Non. Si vous ne gérez pas de stock, vous avez des créances. Vous ne gérez pas de stock, bon, vous pouvez transporter des marchandises à crédit pour les entreprises. Donc, vous avez des créances, vous avez aussi des achats. Vous faites même si vous n'avez pas de stock, mais vous faites des achats. S'il y a des achats aussi à crédit, donc vous avez une dette. Donc, l'ETE n'est pas égal à l'EBE. L'ETE est égal à l'EBE à la seule condition que vous n'avez pas de stock. Vous achetez tout au comptant, vous vendez tout au comptant. Si ces trois conditions sont réunies en ce moment-là, l'EBE est égal à l'ETE. Mais même si vous n'avez pas de stock, j'imagine que vous transportez des marchandises à crédit, même si c'est un crédit d'une semaine, c'est crédit. Donc, à un moment donné, dans votre bilan, on aura créance. Parce qu'au moment où vous arrêtez le bilan, là, des gens qui vous doivent ne pas encore payer. Vous pouvez aussi avoir fait des achats à crédit. Par exemple, vous payez des voitures à crédit. Bon, c'est vrai que ça, ce n'est pas lié au délai, mais ça, on va. Parce que si vous achetez une voiture à crédit, ça ne rentre pas dans les délais qu'on emploie, parce que ça, c'est une immobilisation. Mais vous pouvez acheter des fournitures de bureau à crédit. Tout ce qu'il vous faut comme. Vous pouvez prendre peut-être du carburant même à crédit, je ne sais pas, ça peut arriver pour vos voitures. Voilà. Donc, tant que vous avez des achats à crédit et des ventes à crédit, quel que soit le délai, l'ETE n'est pas égal à l'EBE. Mais si vous n'avez pas de stock, vous vendez tout cash, vous achetez tout cash, à partir de cet instant-là, l'EBE est égal à l'ETE. Et une telle entreprise, normalement, n'a pas de problème de trésor, en général. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de trésor si au cours d'une journée, par exemple, le montant de vos ventes n'est pas suffisant pour couvrir celui de vos achats. Donc, ça peut arriver. Chers tous, nous vous prions de noter les informations générales. Bon, d'accord, ça c'est... Je pense que c'est l'administrateur qui a envoyé ça. Si on a un bénéfice négatif et que l'ETE est positif, est-ce qu'il ne serait pas risqué de faire un nouveau achat? Je viens de répondre. Merci pour cette analyse. Vous avez parlé de stock non disponible. Quelle analyse dans le cas de stock disponible? Ensuite, d'où sort le fonds de réserve appelé amortissement? Je ne me rappelle pas. Peut-être qu'il faut reposer la question stock non disponible. Je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si je l'ai évoqué. Je ne sais pas trop. Voilà, je ne me rappelle pas trop bien. Donc, par contre, l'amortissement là, c'est de la. Quand vous avez une voiture, vous achetez une voiture 20 millions pour l'entreprise. Pas votre voiture personnelle, mais une voiture qui va servir à l'exploitation de l'entreprise. 20 millions.
et puis on vous dit la voiture, là, vous allez l'utiliser pendant 5 ans. Ça suppose que chaque année, la voiture perd 4 millions de sa valeur. Ce sont les 4 millions qu'on appelle amortissement. Et donc, c'est de l'argent sur le total de vos ventes. Vous mettez de côté 4 millions, de telle sorte que le cumul au bout des 4 ans atteigne les 20 millions pour vous permettre de renouveler la voiture. C'est ça l'esprit de l'amortissement. Donc, l'amortissement, c'est de l'argent que vous mettez de côté pour anticiper le renouvellement d'un bien que vous utilisez dans l'exploitation. Comment on détermine la valeur? C'est en fonction de la valeur du bien et en fonction de la durée d'utilisation du bien. Donc, il y a des calculs qui sont faits. L'exemple, c'est ce que j'ai donné. Une voiture de 20 millions qui va être utilisée sur 5 ans. La norme, c'est que chaque année, la voiture perd 4 millions de sa valeur. Donc, quand vous allez faire votre compte de résultat, vous allez avoir un amortissement 4 millions. L'amortissement va diminuer le montant des ventes. Donc, ça va vous permettre de payer moins d'impôts. Mais c'est de la ressource, puisque c'est de l'argent que vous avez mis de côté. Ce n'est pas une charge en tant que telle, c'est de la ressource. On la considère, et on le considère comme charge juste pour vous permettre de payer moins d'impôts. Une fois que vous avez fait les calculs d'impôts, c'est une ressource qu'on peut utiliser, qu'on peut réaffecter dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est pour ça que j'ai dit l'amortissement, c'est une charge non décaissable. Comment faire pour recevoir la vidéo? Bon, je pense que la vidéo sera mise en ligne par l'administrateur. Ce jour, bon, Jean-Luc, tu verras, je ne sais pas si ça va être mis en ligne aujourd'hui, mais ce que j'aurais souhaité, c'est qu'au moins les 3 feuilles là, les 3 diapos là, que j'ai indiqué, 2, 4 et puis 5, on puisse les extraire. Peut-être que je t'envoie tout à l'heure, Jean-Marc, et puis tu vas les partager. Alors, moi, je vais extraire ces 3 là, je t'envoie tout à l'heure pour qu'ils partagent, pour qu'ils puissent regarder l'exercice. Voilà, pour qu'ils puissent regarder l'application 1 pour demain. Il n'y a pas de problème. Pour la mise en ligne de la vidéo, c'est dans 2 jours par contre. D'accord, ok. Donc, je pense qu'il a répondu. La vidéo sera mise en ligne dans 2 jours. Ok. Donc, je pense qu'on a débordé un peu. Bon, c'est vrai qu'on avait pris du retard, mais sauf si Jean-Marc enfin Jean-Luc, ton nom là. Sauf si Jean-Luc me dit qu'il y a 2-3 minutes encore, mais je pense qu'il y a un autre prof qui attend là. C'est ça, non? Oui, c'était. Il y a une autre réunion qui doit débuter. D'accord, donc je vais me déconnecter. Donc, merci à tous et puis on se revoit demain. Il faut préparer les autres questions et puis regarder les diapos là et puis on se voit demain. Merci et puis voilà, bonne suite de vous. Jean-Luc? Oui, Anderson. Oui, juste pour informer les participants, j'ai mis dans le chat des informations relatives à la suite des formations. Et en premier point, il faut retenir que, comme promis hier, le lien de la formation, le lien de la plateforme de formation en ligne a été envoyé à chacun d'eux. Et nous les invitons donc à se rendre sur la plateforme. En deuxième point, les informations à l'entrée de chaque lien du Zoom permettent de vous identifier aux différentes formations. En troisième point, 2 liens vous ont été envoyés ce matin, un pour le cours qui vient de finir et un autre pour celui qui va commencer maintenant. 2 liens Zoom vous ont été transmis. On va commencer la formation tout à l'heure sur la gestion du risque avec le professeur Nomo. Et demain matin, nous vous transférerons 2 nouveaux liens pour les 2 formations de l'après-midi, c'est-à-dire la suite avec CDA Sandé et la suite également avec le professeur Nomo. Dès demain matin, on a des staffs de l'agence qui passeront dans certaines des TPE, dans certaines des PME, j'ai envie de dire, pour des visites d'entreprise. Donc, nous vous prions de leur réserver un accueil leur permettant donc de vous donner le conseil nécessaire pendant qu'ils vont vous visiter. Et à la fin de cette semaine, nous vous enverrons enfin un canevas que vous devrez renseigner pour nous fournir la liste définitive des participants à chacune des formations à venir. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Et tout à l'heure, dans moins de 20 minutes, nous allons entamer la formation sur la gestion de risque avec le professeur Nomo. Merci. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.